15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, actrice, écrivaine, chanteuse. Il fut un temps, vous avez pu la découvrir notamment comme étant la femme d'Enrico Macias dans La Vérité si je mens, 2 pour le plus populaire, mais certainement pas que ça. Nicole Calfan a plus de 35 films de cinéma à son actif, tout autant à la télévision, plus de 25 pièces de théâtre. Aujourd'hui, notre invitée vient nous voir pour la série Tout cela, je te le donnerai, diffusée à partir de mercredi prochain à 21h10 sur France 2, une série incroyable, nous allons en parler dans un instant. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Jim Bauer, l'occasion de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Nicole Calfan. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. On va découvrir votre actualité, bien sûr, mais aussi l'envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vais rentrer en matière en vous demandant 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Spiritualité. Aimer les gens, aimer les autres, donc aimer. Aimante. Aimante. Forte et fragile en même temps. Alors on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission, mais pour ce faire, le début, toujours le début. Nicole Calfan, vous êtes née un 4 mars à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes la fille, je crois savoir, d'après mes recherches, et corrigez-moi si je me trompe, d'Henri Théodore Calfan, avocat conseiller fiscal, et de Rosa Finkelstein. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? J'étais une enfant extrêmement heureuse, protégée. On m'appelait la poupée lait du Champ de Mars parce que je crois que j'étais assez mignonne et souriante. Ma mère ne travaillait pas, donc s'occupait très bien de mon frère et de moi. C'était un univers bourgeois, très sécurisant, une famille à l'aise et une famille... C'est le mot protection, puisque vous aimez les mots, qui me vient à l'esprit. Une enfance très protégée et gâtée aussi. Et gâtée aussi. Oui. Je vous ai vu arriver dans la rédaction, ou du moins voilà dans les couloirs il y a quelques minutes. J'ai remarqué que vous avez dit une phrase, c'est « Quand il y a une mezouza, je ne peux pas m'empêcher ». Oui, curieusement, mes parents n'étaient pas du tout pratiquants, ayant trop souffert des événements de la guerre tout autour d'eux. Et moi, c'est comme si j'avais pris le relais, moi et mes enfants. Ça a sauté donc une génération, puis 2. Et j'ai une mezouza. Mes parents n'auraient jamais mis une mezouza chez eux. Et moi, j'ai une mezouza. Mes enfants aussi. Et c'était trop tentant pour moi de dire bonjour à Hachem. J'allais dire, petite Nicole, est-ce que vous étiez une folle enfant ou une guerrière? Je crois que c'est l'écriture qui m'a aidée à me définir un peu. En tant que, bravo, vous avez peut-être lu La folle enfant ou Une guerrière. Je me suis toujours sentie un peu différente. Il n'y a aucune prétention dans ce que je dis. Vous savez, le film Une orthodoxe, elle dit « Je te préviens, je suis spéciale ». Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui. ça m'a tellement interpellée. Oui. Je me suis toujours sentie un peu spéciale. Pas mieux que les autres, hein, pas du tout, mais pas comme les autres. Toujours un peu décalée. Je vais toujours là où on m'attend pas, dans mes choix, par exemple, de rôle, parce qu'on parlait de théâtre et de cinéma. Et dans la vie, en revanche, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle. Je suis ma ligne. Mais folle enfant ou guerrière, on va dire guerrière, oui. Quand même. Et joueuse aussi. Oui. Joueuse, pourquoi? Parce que jeune, vous devenez l'élève de Raymond Girard, vous l'avez dit plusieurs fois, vous fréquentez les classes de Fernand Ledoux et Robert Manuel au conservatoire avant d'entrer à la Comédie Française en 68. Je sais que vous êtes très fière de cette période de votre vie. Oui. En 68, vous y restez 6 ans. Oui. Et vous y jouerez de grands classiques, bien sûr, mais à quel moment vous prend la fièvre de la comédie? La fièvre de la comédie... Vous voulez dire le déclic, l'envie de jouer. Oui. Pour mes parents, j'avais un destin tracé. On va revenir à la guerrière, que je me suis révélée être. Pour eux, je vais épouser un avocat ou un médecin, voilà. Et puis en fait, un jour, je vais au TNP. Je suis assise au 2e rang.
Mon frère n'a pas pu venir à son abonnement, donc j'étais très contente d'hériter de ses places. Et je vois devant moi les rustres de Goldoni, et j'ai eu un déclic. Ça aurait pu être un déclic amoureux. D'ailleurs, c'est un déclic amoureux, mais c'était un déclic de vocation. J'avais 14 ans et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais ce qui est extraordinaire, Sarah, c'est que quelques années plus tard, très peu de temps, je jouais avec cette même Françoise Seigné, cette même Paul Noël à la Comédie Française. Et vous étiez à 50 cm Oui, la scène. de la scène. Et ça vous a beaucoup marqué. Oui. Alors par la suite, vous allez arriver au cinéma en 67 dans Les Ponettes. D'abord, de Joël Lemoignier. Vous êtes Poupoune aux côtés de Sylvie Vartan et d'Hubert Wayaf, un ancien de la station Europe 1. Pour y avoir travaillé, il a laissé un souvenir mémorable. Et racontez-nous ce souvenir pour vous de premier rôle, pour la première fois. C'est un souvenir épouvantable. Étant mineur, mon père avait rencontré en tant qu'avocat, lui, le producteur, en disant « J'espère qu'il n'y a pas de scène osée, j'espère que je peux vous faire confiance », le producteur ayant dit oui. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, pardon si je suis un peu crue, c'était le plus gros bésodrome que j'avais jamais vu, que je ne verrai jamais de ma vie. C'est-à-dire que tout le monde couchait avec tout le monde, il y avait des filles nues dans des aquariums qui étaient enchaînées. Enfin, c'était hallucinant. Et moi, j'avais échoué, c'est bien échoué, dans ce film grâce à Francis Huster, qui nous a dit « Je vous emmène faire du cinéma ». On était au conservatoire et on était mineurs. Et ça a été un cauchemar. Mon rôle, comme moi je ne couchais pas et que je ne restais pas là le soir, a été complètement supprimé. Les filles qui restaient prenaient les rôles des filles qui ne restaient pas. Et donc j'ai fait de la figuration auprès de Roscoe, qui est un animateur de radio extraordinaire. Et un soir, où tout le monde est parti trop vite, je me suis ressentie toute seule. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie, c'est pardon, j'ai un trou de mémoire, l'ami de Sylvie Vartan, Carlos. Carlos est venu vers moi, il m'a dit « Toi, avec tes dents, tu me fais penser à Sylvie, je ne te laisserai pas dans la panade ». Il m'a raccompagnée chez mes parents. C'est assez dingue cette anecdote que vous êtes en train de nous raconter parce que vous étiez très jeune, Nicole Calfan d'une part. La parole des femmes s'est énormément libérée ces dernières années, avec bien sûr ce mouvement MeToo, mais aussi beaucoup de documentaires, de témoignages. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites ? Et il y a beaucoup pas beaucoup, mais il y a certaines choses que j'ai écrites, et je vois à votre œil que vous savez de quoi je parle, mais dont je n'ai absolument pas profité par rapport au mouvement MeToo, parce que j'ai assumé, je me suis défendue, ça m'a coûté dans certaines circonstances, mais jamais j'aurais été levé la main en disant « c'est comme moi en telle année, m'est arrivé ça ». C'est pas du tout mon style. Pourquoi ? Parce qu'on se demande souvent pourquoi on parle et pourquoi on ne parle pas. J'aime la discrétion. Je n'aime que la discrétion. J'aime pas les gens qui se mettent en avant. Vous allez dire, vous n'avez pas choisi le bon métier. Mais j'aime rester à ma place. Je vais beaucoup vers les autres, mais je les laisse aussi venir à moi. Et là, il était hors de question que je profite de ce mouvement pour parler des inconvénients ou des adversités que j'avais pu rencontrer en tant que jeune comédienne. C'est digéré, voilà. C'est trop facile. Il y a prescription pour moi. C'est trop facile parce que quelque part, en adhérant au cinéma, on adhère à ce type de situation ? Non, je ne dirais pas ça, mais peut-être que c'est grâce à mon éducation. Je m'en suis très très bien sortie. J'en ai pas fait un drame. Je n'ai pas été violée, hein, évidemment. Mais importunée comme toutes les jeunes comédiennes qui sont mignonnes et qui démarrent, évidemment. Tout le monde m'a fait la cour. Mais vous voyez, par exemple, pour que vous cerniez un peu mon caractère, j'ai beaucoup travaillé avec Delon et Belmondo et ils m'ont toujours protégée. J'ai toujours reçu une protection incroyable. Depardieu ne m'a jamais ennuyée. On a fait Les Chiens de Jessua. C'était un compagnon de tournage délicieux. Donc, je pense aussi, je ne parle pas des autres, mon Dieu, je parle de moi. C'est difficile ce que je vous dis, mais c'est la vérité. On me respectait. Peut-être parce que j'étais à la Comédie Française aussi. Peut-être parce que je donnais aucun change. C'est ça. Je suis pas en train de me lancer des fleurs et de dire les autres, non.
mais ça ne m'est pas arrivé aussi gravement qu'à certaines comédiennes. Nicole Calfan, par la suite, vous tournerez dans Le Grand Amour de Pierre Étex, bien sûr. À 27 ans, on vous retrouve dans le rôle de Kitty dans Les Trois Mousquetaires. Et la suite, on l'appelait Milady de Richard Lester. D'abord, on va parler de ce type de rôle, mais j'ai envie de vous demander, puisque ces derniers temps, on a beaucoup vu Les Trois Mousquetaires au cinéma, notamment avec Eva Green. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces reprises comme ça, vous qui y étiez? Alors, ça me donne de la nostalgie, parce que je trouve que le film de Lester est un chef-d'œuvre, mais il est déjà dépassé, tout vieilli. Mais l'anecdote qui va peut-être vous amuser, c'est que j'ai quand même refusé de jouer Ondine de Giraudoux au français, mis en scène par Raymond Rouleau. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été élevée au temps des Beatles. Et quand on va en parler des Beatles. Voilà. Et quand j'ai su qu'ils cherchaient une jeune fille pour tourner avec Michael York, Faye Dunaway, Raquel Welch, Charlton Heston, Chamberlain, j'ai dit, mais moi, je veux dire, how do you do, Mr. Lester? Il venait de faire Help, 4 garçons dans le vent. Et puis ça a été mon destin. Donc je serais devenue peut-être une beaucoup plus grande actrice en jouant Ondine. Et Adjani est devenue Adjani en me remplaçant. C'est moi qui lui ai offert ce cadeau magnifique. Mais voyez ça, c'est ni guerrière ni folle enfant. Alors peut-être folle enfant. À ce stade de votre carrière, Nicole Calfan vous propose plutôt des rôles de jeune fille légère, petite amie de voyou. Est-ce que vous vous dites, c'est un carcan ou cela vous amuse parce que, en vous connaissant en face de moi, c'est tellement différent de vous que ça fait partie du rôle de composition? Écoutez, c'était normal qu'on me les propose ces rôles. J'étais très mignonne, puis si on est moche à 25 ans, on est moche toute sa vie, de toute façon. Donc, j'ai été en effet la fiancée d'un tel, la fiancée où on me violait, où on m'assassinait, où on me tuait. Mais ces films, ils sont mythiques. Quand je revois Le Casse, pourtant je ne me revois jamais, sauf dans les très anciens films, c'est magnifique, ça n'a pas pris une ride. Borsalino, c'est un chef-d'œuvre. Le Gang de Deray aussi. Donc, il était normal, vu mon physique, qu'on m'offre ces rôles-là. Mais petit à petit, j'ai pu acquérir de la gravité et avoir un tournant. Ce tournant va peut-être arriver avec Jean-Yann sur le tournage du film « Êtes-vous fiancé à un marin grec ou à un pilote de ligne ?» Il va vous diriger dans « Moi, y en a vouloir des sous, les Chinois à Paris ». Vous le racontez d'ailleurs dans « Toi l'ours, moi la poupée », sorti aux éditions Michel Lafon en 2004. Est-ce que vous voulez évoquer cela, un souvenir, cet amour, ce que vous voulez? D'abord, je dirais que dans Le Marin grec, il a très vite pris la caméra aux dépens de Jean Aurel, qui était le metteur en scène, et que c'est vrai qu'il m'a appris l'improvisation, la justesse. Il ne faut pas oublier que moi, tous les soirs, je mettais mon corset et que je jouais toutes les ingénues de Molière. Je jouais 7 pièces différentes par semaine. Donc, c'est lui qui m'a appris à me poser et à devenir moderne. En revanche, dans ces films, j'avais pas des bons rôles. Il ne savait pas écrire pour les femmes. Donc, c'était toujours un peu des compositions. Je devais hurler avec un mégaphone. Bon, c'était pas des rôles très intéressants, mais j'étais la mieux payée de tous. C'était génial. Il me disait, ça reste dans la famille. Et j'ai tourné avec lui avec beaucoup de bonheur. Évoquer cet amour, c'était un amour tellement immense qu'il est difficile à évoquer. Et la seule personne qui m'est apaisée, parce que je l'ai quitté pour personne, cet homme-là, c'est Laurent Baffy qui m'a dit « Tu étais trop jeune pour savoir que c'était l'homme de ma vie. » Et je ne peux pas en dire plus. J'étais sûre que vous étiez très amie avec Laurent Baffy. On va en parler dans un instant, parce qu'il fait partie de vos goûts artistiques, oui, bien sûr. Votre carrière, vous direz qu'elle va se lancer petit à petit, ou il y a un marqueur? Alors écoutez, c'est pas vraiment mon honneur. Le marqueur a été La vérité si je mens. Il faut le dire. Et moi, c'est un moment où je faisais des cours pour des enfants, pour les amis de mes enfants à l'école, sur Ruy Blas, sur Victor Hugo, etc., pour faire des exposés. Et il y avait toujours un élève qui disait « Madame, dans La vérité si je mens », c'est-à-dire qu'il n'écoutait absolument pas ce que je disais. Et le nôtre, le vôtre, me poursuit encore. Merci Thomas Gilou. Vous savez quoi? On n'a pas pu s'empêcher. On va écouter un extrait. Ça va? Excusez-moi. Et pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Pourquoi pas? Et qui c'est? Comment? Le traiteur. Qui c'est? C'est le nôtre. Mais si vous préférez prendre le vôtre,
Non, on n'a qu'à prendre le vôtre. Parfait. Alors? C'est qui? J'ai compris. Vous voulez pas le dire? Bien sûr, on se souvient vous avoir adoré, Nicole Calfon, dans La peau de Suzy Boutboul, la mère de Shoshana, ou encore la femme d'Enrico Macias, dans cette scène mythique pour nos auditeurs. Bien sûr, on est en 2001. C'est La vérité si je mens 2 de Thomas Gilou. Cette scène, elle est culte. Comment vous vivez ça? Vous vous dites, ok, c'est un petit rôle, mais c'est formidable parce que c'est un film tellement populaire. Oui, alors d'abord, je ne m'y attendais pas du tout. Et ce sont des jeunes gens, des amis de mes enfants, qui m'ont dit, mais Nicole, vous passez à la télévision en boucle. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Le nôtre, le vôtre. Je dis, mais comment vous savez ça, vous? Et en fait, cette scène est devenue mythique. Alors, il est vrai que Thomas Gilou, moi j'ai refusé le premier. La vérité, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais c'est vrai que pour le deuxième, il est revenu vers moi et il m'a dit, Nicole, il y a une scène, il m'avait quand même annoncé la couleur, à laquelle je tiens énormément, c'est du ping-pong. Et je ne vois que vous là-dedans. Donc, en fait, j'étais engagée pour cette scène. Mais j'en suis enchantée. Et puis, vous savez, les échecs, on les oublie, et les succès, on reste très liés. Donc, toute ma bande, là, on s'aime. Elisa Tovati, Bruno Solo, qui est dans la série, tous, on a un vrai plaisir à se retrouver. Et Enrico, bien sûr. Et j'allais totalement vous en parler parce qu'on vous verra dans le volet numéro 3 et vous retrouvez Bruno Solo pour la 3e fois à la télévision dans la série dont vous êtes venu nous parler. On en parle justement dans un instant, tout de suite. On vous retrouve dans cette mini-série policière inédite. Tout cela, je te le donnerai, de Nicolas Guichetot. C'est diffusé à partir du mercredi 7 février, soit mercredi prochain, puis diffusé après pendant 2 semaines consécutives, toujours à 21h10 sur France 2. Disponible aussi, on le dit, en intégralité sur France.tv pour ceux qui seront aussi impatients que moi. La série a été adaptée d'un roman, pour avoir un peu enquêté, qui s'intitule Todo esto te daré, de la romancière espagnole Dolores Redondo. C'est un livre qui est sorti en 2016 et en France en 2018 chez Fleuve Édition. J'ai adoré cette série, Nicole Calfon. Je sais que je suis pas la seule. Il paraît, ça bruisse là, ça bruisse. Écoutez, je suis tout à fait transparente. J'ai commencé la série hier matin. J'ai regardé 4 épisodes et je les ai finis ce matin. C'est addictif. On est avec vous, êtes, l'intrigue est folle évidemment, c'est extrêmement bien joué, mais tout y est pour nous accrocher et alors vous êtes bien sûr merveilleuse, mais incroyablement odieuse. Oui, c'est un rôle de composition incroyable, mais cette composition réussie, si elle l'est, je la dois à mon metteur en scène Nicolas Guichetot, parce que moi j'ai une voix qui chante, les gens m'aiment pour ça d'ailleurs. Michel Faux, il me dit, avec votre voix qui chante, bon, là, il fallait pas que j'ai la voix qui chante justement. Donc il me faisait couper mes phrases toujours dans le grave, il m'a très très bien dirigé, il a très bien dirigé tout le monde, parce que je trouve que tout le monde est très bien dans cette série, qu'elle est très bien jouée. Et puis, j'étais extrêmement à l'aise, parce que je retrouvais les séries que j'avais aimées, que j'avais tournées dans le temps, Les Grandes Marées, Jean Sagols. Et on reformait une famille. Vous voyez, je suis toujours en train de parler en fait de troupe. Et ce rôle, il est incroyable parce qu'elle a rien pour se racheter, sauf un peu à la fin. Mais elle est odieuse, elle est homophobe, raciste, sombre, dure. Incroyable personnage. Alors on va quand même situer l'histoire. L'histoire, c'est celle de Manuel Ortigosa, un célèbre écrivain parisien qui apprend la mort de son mari Émeric dans un accident de voiture. Il est totalement dévasté, le pensait en voyage d'affaires à Bruxelles. Que faisait-il en pleine nuit sur une petite route de Provence au moment du drame? Il s'avère que Manuel va devoir donc descendre à Aix, rejoindre son mari pour reconnaître le corps. Il découvre tout un pan entier de sa vie qui lui était totalement inconnu. Et vous êtes la mère de ce fameux Émeric. Et alors va démarrer une enquête, des doutes évidemment. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent avec cette fameuse ces vignes, ces vignes en Provence. Alors le casting est d'enfer, bien sûr. Il y a David Kamenios. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est le grand beau gosse dans Comme tu es belle, aux yeux verts, qui est tout autant merveilleux, qui joue extrêmement bien. Bruno Solo aussi, dans le rôle d'un flic aussi homophobe et pas terrible, mais qui se soigne. Aurélien Vic, bien sûr, Louise Monod, et vous dans le rôle de la marquise. On va écouter la bande-annonce. Je suis absolument certain qu'une bagnole l'a balancé dans le décor et qu'on l'a assassiné. Parce
que je fais là, c'est une enquête parallèle. Hein, c'est complètement illégal. Si ça se sait, je serai obligé de vous tirer une balle dans le genou. Vous êtes un gros con en fait. Ouais, mais avec un putain de flair. Un vrai troufier. Tout cela, je te le donnerai. La nouvelle saga événement, mercredi soir sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Voilà pour la bande-annonce. Je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. En tout cas, je pense qu'on peut laisser comme ça et dire que la série est incroyable, qu'il y a des rebondissements, un suspense à couper le souffle. On cherche toute la série, oui. Nicole Calfan. Écoutez, vous m'avez donné envie de la voir. Est-ce que vous l'avez vue, justement? Oui, mais moi, je ne me regarde pas beaucoup, donc j'ai pas vraiment regardé. Mais en revanche, je suis très, très contente parce que partout où je vais en promo ou à la production, les gens ont l'air vraiment contents du résultat. Et je trouve que c'est un beau projet, que c'est classieux, que ça a de la dignité, que ça tient droit. Ça sent bon, cette série. Et je voudrais citer aussi Annie Gregorio, que j'ai trouvée merveilleuse, et Philippa Phoenix. Et écoutez, on espère que tout le monde va aimer autant que vous et autant que moi. Moi, j'en suis certaine. J'ai envie de dire que France Télévisions, de toute façon, depuis quelques années, fait beaucoup de très bonnes séries. Pour le coup, TF1 était excellent à un moment donné, mais là, on est en train de surpasser, si je puis me permettre, avec des séries de très grande qualité, toujours très bien jouées. Donc, je vais laisser le soin aux auditeurs de venir vous rejoindre à 21h10 mercredi prochain. Dans votre carrière très complète, Nicole Calfan... Complexe ou complète? Complète. Ah non. Mais complexe aussi, je trouve, non? Un peu. Alors écoutez, ce lapsus qui n'était pas oui. Dans vos oreilles, en tout cas, vous appartient. Pourquoi complexe? Complexe parce que c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis jamais là où on m'attend. C'est-à-dire que j'ai rencontré, on parlait de Laurent Baffy, qui est un ami maintenant, je lui ai dit, viens voir les monologues du vagin, faut oser lui demander ça, c'est pas du tout son truc. Parce que j'avais un projet avec lui après, qui était sur le permis à points au Palais Royal. Donc je suis quand même passée de huis clos avec Daniel Gélin à Joyeuse Pâques. En fait, c'est ça dont je suis la plus fière, c'est de ce truc complexe. Ce truc complexe, en effet, aller là où on ne vous attend pas, multiplier les projets différents à la fois, être à la fois à la plume, mais aussi au théâtre, au cinéma ou encore à la télévision. Et très brièvement, la chansonnette, j'ai envie qu'on écoute Impatience, une chanson d'amour. Vous n'avez pas continué, mais moi j'ai adoré cette chanson. Alors on va l'écouter. Et puis on reste bien sûr ensemble sur l'antenne de Radio J. On continue cette émission avec Nicole Calfan pour l'excellente mini-série Tout cela, je te le donnerai, diffusée à partir de mercredi prochain à 21h10 sur France 2. Dans un instant également, mon chroniqueur Christophe Barbier pour le théâtre. Mais tout de suite, le rappel des titres. Du poids en plus à mon oreiller, et c'est bien. Il y a un corps tout battu de caresses qui balance et danse en état d'ivresse. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel de titres avec Etani de Belaïch. Bonjour à tous, on en sait un peu plus sur l'accord de libération des otages en cours de négociation entre Israël et le Hamas. Selon le Washington Post, tous les civils israéliens détenus dans la bande de Gaza seraient libérés pendant un cessez-le-feu d'1 mois et demi, cessez-le-feu soutenu par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, le tout contre plusieurs échanges de prisonniers palestiniens notamment. Près d'1 mois et demi après les États-Unis, l'Union européenne s'apprête à créer sa propre force d'intervention en mer Rouge, cela pour faire face à la menace houthi dans la zone. Selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, son équipe sera constituée d'ici 3 semaines et il ne reste plus qu'à déterminer quel sera le pays européen qui dirigera la mission. Tous les États ont l'obligation de cesser de financer et de faciliter les actions militaires israéliennes à Gaza après que la Cour internationale de justice a indiqué que ces actions pourraient être génocidaires. Voilà l'appel lancé au monde par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères cet après-midi. L'AE a ordonné la semaine dernière à l'État hébreu de prendre toutes ces mesures nécessaires pour empêcher que ses troupes ne commettent un génocide contre les Palestiniens à Gaza. Un verdict rendu sans pouvoir imposer à Israël la
l'arrêt total des combats sur place. Enfin, la crise agricole se poursuit en France. 18 conducteurs de tracteurs ont été interpellés et 15 placés en garde à vue pour entrave à la circulation près du marché de Rungis, marché qu'ils tentaient de bloquer. Face à la contestation des agriculteurs dans plusieurs pays, la Commission européenne propose des mesures pour limiter les importations d'Ukraine ainsi qu'une dérogation partielle pour les obligations de jachère. Radio J. Et merci beaucoup Étanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Nicole Calfan et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. Faites un don de 120 € ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. mda-france.org. mda-france.org. MDA France. Association au service de la vie. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Nicole Calfan pour l'excellente mini-série Tout cela je te le donnerai, diffusée à partir de mercredi prochain à 21h10 sur France 2. Juste un petit peu avant la pause, Nicole, nous avions parlé d'impatience. C'était une transition, je vous explique pourquoi, parce que puisque l'on parle d'impatience, il y a un sujet qui suscite cette impatience en ce moment. J'aimerais très brièvement en parler avec vous si vous me le permettez. Vous qui avez une carrière d'écrivaine, vous avez beaucoup écrit sur les périodes de votre vie, parfois de façon déguisée, mais il y a quelqu'un pour qui la plume a été découverte dans cette lettre entrouverte à Alain Delon, sortie aux éditions L'Archipel en 2012. Vous qui vous connaissez si bien depuis votre rencontre sur Borsalino, lui qui a été pour vous comme un protecteur, comme vous nous l'avez dit, est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler récemment ? Non, absolument pas, malheureusement. Il vous a dit quelque chose, c'est toi ma mémoire. Il vous avait dit ça, vous l'appelez Alain le Magnifique, il a refermé cette lettre et il vous a dit des très très jolis mots. On se demande forcément aujourd'hui, pour un homme aussi merveilleux qu'Alain Delon, qu'en est-il de cette mémoire, qu'en est-il de son avenir? Et ce n'est pas par impudeur que je vous parle de lui, certainement pas, c'est parce que je voulais avoir votre sentiment personnel sur ce qui se passe autour de lui dans cette guerre que je dirais fratricide. Je peux pas vraiment parler parce que je me sens tellement proche de lui et je suis proche de la famille. Simplement, l'absence de communication me pèse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous aimeriez pouvoir échanger davantage avec lui. Bon, en tout cas, on pense c'est très gentil fortement à cela et je voulais avoir votre sentiment. Oui. Dans cette partie d'émission, on va s'intéresser à toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est donc Christophe Barbier qui nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et puisque nous parlons théâtre, c'est aussi l'occasion de rappeler que vous avez joué dans plus de 25 pièces, dont une dont Christophe Barbier a voulu nous parler. Bonjour Christophe. Je vais vous ramener, chère Nicole Calfan, vers un souvenir que j'espère heureux. En tout cas, pour le jeune spectateur que j'étais alors, il l'est. Les Cahiers Tango de Françoise Dorin. Au Théâtre Antoine en 1988, Andreas Voutsinas à la mise en scène, Guy Tréjean, Hélène Leduc, Jacques Joanneau et Michel Leroyer à vos côtés et Jacques Rouvérolis aux lumières. Cette pièce était un moment de douce nostalgie et d'humour grinçant à la fois. En se plongeant dans ces cahiers tango, c'est-à-dire ces cahiers de couleur orange, un vieil artiste retrouve les temps qui ne reviendront pas et constate l'inéluctabilité du changement. Il n'y a pas d'âge d'or, il faut vivre avec son temps et surtout profiter du présent, carpe diem. Surtout quand le présent a la grâce de Nicole Calfan. Je ne sais pas quelle fut votre relation à Françoise Dorin, l'auteur, mais elle a laissé la trace
une écrivaine caustique, classée à droite, une sorte de Jean Anouilh ou d'André Roussin en jupon. Avec le retour en Touraine, elle se moque de la libération sexuelle. On voit un notable horrifié de constater que sa fille expose ses fesses en star sur une grande affiche. Dans Le Tournant, elle s'attaquait à la liberté sexuelle, avec ses couples libres qui changent d'amant simplement pour rendre l'autre jaloux. Compagne de Jean Piat, qui fut son interprète à de nombreuses reprises, elle a critiqué et combattu comme elle a pu son époque et ses travers, sans jamais tomber dans l'illusion d'un âge d'or qu'elle savait utopique. Est-ce aussi, chère Nicole Calfan, votre vision de la vie? C'était peut-être mieux avant, mais l'essentiel, c'est l'instant présent. Merci, je vous admire beaucoup parce qu'en plus vous jouez au théâtre, c'est formidable. C'est une vraie question de Christophe Barbier. C'est formidable, il se remet en question. Dieu sait si c'est difficile de faire du théâtre. Donc merci beaucoup. Oui, c'est un moment très très agréable parce que ça m'a permis de rencontrer Guy Tréjean, dont je ne me suis jamais séparée, qui m'appelait son petit personnage, que je vous voyais. Et un jour il m'a appelé, il m'a dit, en fait, pour se rapprocher encore plus, on va se tutoyer les jours pairs et se vous voyez les jours impairs. Quand même magnifique. J'ai appris à connaître Françoise Dorin, que j'admirais énormément à l'époque. Jouer du Dorin, c'était vraiment quelque chose d'important. En plus, j'avais beaucoup joué avec Jean Piat à la Comédie Française, donc j'étais en terrain d'amis. Autre chose d'important, j'ai fait la connaissance du metteur en scène Andreas Vouzinas, qui me faisait extrêmement peur à l'époque, qui était une sorte de gourou pour les acteurs professionnels qui se remettaient en cause et qui allaient à ses cours professionnels, chose que j'ai jamais voulu faire. Et étant devenue très amie avec lui et enceinte de mon premier enfant, il m'a dit, alors vous venez à mon cours. Et je suis venue et je lui ai dit, si vous ne me faites jamais passer. Et il a tenu parole, donc j'étais au fond de sa classe. Et les Cahiers Tango, c'est un très très bon souvenir. Je vous en remercie, Christophe, d'avoir connu Darès et Bossis, les directeurs de l'époque, ce théâtre Antoine, avec une marche usée, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, qui est la marche sur laquelle attendait Paul Meurice tous les soirs, et la marche en est usée. Il avait tellement peur qu'il frottait son pied sur la marche. Allez retrouver cette marche, Christophe, je l'ai retrouvée moi. Merci beaucoup Christophe Barbier. Plus récemment, Nicole Calfan, on a pu vous apprécier l'année dernière dans Le Vison Voyageur, j'ai envie même de dire il y a quelques mois, de Ray Cooney et de John Chapman, mise en scène Michel Faux au Théâtre de la Michaudière. Est-ce qu'il y a un autre projet potentiellement dont vous aimeriez nous parler, ou peut-être une reprise? Malheureusement, reprise du Vison Voyageur, je ne crois pas, parce qu'on ne sera pas tous ensemble. Vous n'avez pas si regardé, vous. Vous avez oublié, j'étais sur mon... mais Sandy reste là avec nous, bien sûr, Sandy Boulanger. Et donc, reprise, non, je ne crois pas, parce que ça a été difficile que Castro s'accorde avec Michel Faux, etc., et tous les autres, dont moi comprise. Non, il y a un très très beau projet de théâtre pour la rentrée, mais je n'ose pas encore trop en parler. Non, on va garder ça secret. Pour le théâtre Édouard VII. Eh bien, c'est bien noté. Tout de suite, c'est la chronique Flashback. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On va s'intéresser à vos goûts culturels, Nicole Calfan. Je crois savoir que vous êtes une grande fan des Beatles, dont nous avons beaucoup parlé sur cette antenne, mais ce n'est pas le cas du groupe des Analogues, dont vous avez, je crois, adoré le concert, dont vous étiez le 13 décembre à la salle Playel. Tout à fait. Ah, c'est une révélation. Des Analogues. J'ai découvert grâce à vous, pour être tout à fait honnête. Oui. Le concert entier se trouve sur le YouTube de la chaîne Arte. Donc je le dis pour nos auditeurs, on va écouter un petit bout. C'est extraordinaire. Que les techniciens qui sont derrière avec le réalisateur Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud sont bouche bée parce qu'ils me disent côté des Beatles. Justement, c'est ça le principe. Un groupe néerlandais donc composé de Jacques Bicot, Fred Gehring, Félix Magin, Diederik Numden, Bart van Poppel. Il existe seulement depuis 10 ans, ce groupe-là.
Et il a donc cette particularité de ne jouer sur scène que des titres des Beatles, mais jamais interprétés en concert, c'est-à-dire enregistrés en studio après l'arrêt de leur tournée le 29 août 66 à San Francisco durant leurs 5 dernières années d'existence. Et leur autre originalité, c'est d'interpréter toujours l'intégralité des titres de chaque album et dans l'ordre où ils figurent sur les disques initiaux, comme par exemple sur le mythique Abbey Road. Et le but du groupe n'est certainement pas de ressembler physiquement aux Beatles de l'époque comme d'autres groupes de reprise, mais de reproduire le plus fidèlement possible, note pour note, leur son. Le son. Et alors on va écouter l'original. C'est extraordinaire. Le son est incroyable. Alors puisque vous parlez du son pour sonner aussi près que possible des enregistrements originaux, eh bien le groupe a amassé une collection d'instruments musicaux tels qu'une guitare Rickenbacker noire et blanche semblable justement à celle de John Lennon, une Fender Stratocaster bleu pâle comme celle de George Harrison, ou alors une basse violon Hofner 501, je crois que ça se dit, similaire à celle de Paul McCartney. Alors plusieurs instruments bien sûr exotiques de musique indienne sont également utilisés dans leurs prestations. Alors je ne dirais pas tous les instruments, mais des instruments qu'on ne connaît pas comme le tempura, le tabla ou encore le sitar plus connu. Et les autres instruments particuliers comprennent aussi donc un harmonica d'1 mètre de long pour cette fameuse chanson de Fool on the Hill, et puis un clavioline pour Baby You Are a Rich Man. Alors j'ai envie de vous demander forcément pourquoi vous aimez ce groupe. Ah mais c'est une révélation parce qu'on retrouve tout ce qu'on a aimé. Tous les gens chantaient dans la salle, dansaient. Et puis le son, quand je parlais du son, c'est qu'ils ont aussi pris soin d'avoir du matos, comme on dit chez les chanteurs, de l'époque. C'est-à-dire que le son, il est formidable, mais il n'est pas le son de maintenant. C'est hallucinant. C'est un très bel hommage. Et bien justement, on est en train d'écouter Can't Buy Me Love. Et là, c'est The Analogues, justement. Alors, ce groupe, il réussit bien son pari, on l'entend, ce qui lui permet de faire des tournées partout dans le monde, notamment une performance au Ziggo Dome d'Amsterdam qui a rassemblé 17 000 spectateurs en 2017. Et puis, bien sûr, à Paris, à l'Olympia. Pour continuer sur le registre musical, il y a 2 spectacles parmi vos recommandations et on était obligé d'en parler, Nicole Calfan, c'est Starmania et Je vais t'aimer. Oui, Starmania. Vous les avez vus ou vous voulez les voir? Alors, je viens de voir Je vais t'aimer. J'ai adoré cette troupe jeune, talentueuse, où les textes de Sardou, c'est à chaque fois une mini-comédie musicale. Donc ça s'illustre parfaitement par de la danse, par des décors qui changent. C'est une très bonne troupe. Donc je viens de le voir ça la semaine dernière. Et Starmania, j'ai retrouvé mon Starmania. Et bien justement, on parle de Starmania, donc je fais des petits signes à la technique. Starmania, c'est le célèbre opéra rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon, on le présente plus, mais il a été créé il y a plus de 40 ans et il se rejoue à Paris ces derniers jours. Et il vient de partir en tournée en France, en Suisse, en Belgique. En 4 décennies, bien sûr, cette œuvre a réuni plus de 6 millions de spectateurs. Il fait chanter toutes les générations confondues avec les tubes incontournables, les uns contre les autres, SOS d'un terrien en détresse ou encore Quand on arrive en ville. Il y en a qui m'ont dit, je l'ai vu 2 fois. A priori, c'est un passage, une fois qu'on l'a vu, on a vraiment envie d'y retourner. Quelle émotion pour vous, Nicole Calfan? L'émotion, c'est la musique, c'est tous les airs qu'on connaît par cœur et qu'on a tous chanté. Et on retrouve tellement ce qu'on a adoré et ce n'est pas démodé. C'est ça. Et parmi ce qu'on a adoré, il y a un classique, on va écouter un tout petit bout. C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville.
Et il y a aussi Je vais t'aimer, un show autour des plus grands succès de Michel Sardou. Après 2 ans de représentation, un incroyable succès dans toute la France. Une dizaine de shows encore, je tiens à le dire à nos auditeurs, du 1er au 11 février. C'est au Casino de Paris. C'est vraiment le spectacle phénomène en ce moment, Je vais t'aimer. Il revient donc avec cette toute nouvelle tournée pour 47 dates à travers la France. Et j'ai envie qu'on écoute un petit bout de En chantant. Avec plaisir. Je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. Alors on est autour des plus belles chansons de Michel Sardou. On découvre l'histoire originale d'une bande d'amis. On a pu, pour ceux qui regardent la télévision, notamment C8, les apprécier dans l'émission TPMP où ils sont venus faire une petite séquence avec Louise, Thomas, Nicole, Léo, Antoine, Mike et Thomas. Enfin, c'est leur nom de scène. Ils embarquent à bord du France. C'est un musical de Broadway, clairement, au bal populaire de Nogent, en passant par les marchés de Gardaïa. On les suit dans leurs aventures, on rit. Il y a des surprises, des larmes, et puis c'est aussi l'évolution de la France qu'on suit, les événements historiques, la grève, le féminisme, l'élection présidentielle. Et pour la petite anecdote, il y a une chanteuse que j'ai repérée qui s'appelle MJ, et MJ avait gagné la Nouvelle Star en 2015. On l'avait vue notamment dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, et je me souviens qu'elle avait des interprétations toujours assez folles dans Nouvelle Star qui étaient toujours très retenues. On écoute encore un bout. Moi, désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. Alors on va parler lecture avec vous, Nicole Calfan. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est votre ami, qui a retenu mon attention parce que votre dada en ce moment, votre livre de chevet, c'est l'almanach de Laurent Baffy. Et je voulais savoir pourquoi. Mais parce que il est toujours insolent, toujours provocateur. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un des cœurs les plus tendres que je connaisse. Écoutez, vous ne dites pas ça pour rien, et c'est assez incroyable que Sandy Boulanger soit à ma gauche aujourd'hui. Je pense qu'on va lui ouvrir le micro parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer Laurent Baffy lors de la soirée Entrevue récemment. Et Sandy, vous avez votre avis sur la question ? Oui, je partage complètement l'avis de Nicole, c'est-à-dire que ça a été une vraie rencontre de cœur à cœur. Il me fait penser à l'océan et je lui ai dit, vous savez, il faut dépasser les premières vagues un peu dures pour pouvoir vraiment profiter de ce qu'il y a derrière, et c'est vrai que son cœur est très beau. Ah, c'est beau, ça me donne la chair de poule ce que vous dites. L'almanach de Laurent Baffy, à chaque jour son sein, son dicton, un quiz, un chiffre, des infos, du rire. C'est 365 jours d'humour, de culture. C'est sorti le 2 novembre dernier et je me suis permise de fouiller et de m'arrêter sur 2 citations. Celle d'Isabelle Huppert qui dit « Aucun moment de cinéma ne vaut un moment de vie ». C'est l'occasion de vous demander votre avis. Elle a raison. Elle a raison, le cinéma, c'est formidable. C'est bien qu'elle, à son stade, avec tout ce qu'elle a tourné et tous les chefs-d'œuvre qu'elle a tournés le disent. Oui, qu'est-ce qui va rester de tout ça? C'est la vie qui compte. Une autre citation de Luc Besson. Ah. Il y a 2 choses qui sont sans limite, la féminité et les moyens d'en abuser. Ça c'est autre chose. C'est plus discutable. Oui, c'est plus discutable. Allez, tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Allez, je vais poursuivre cette émission avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout. Et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous voulez bien, Nicole Calfan, de faire ça maintenant avec encore 10 questions pour mieux vous connaître. Nicole Calfan, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Je vais pas vous dire quoi, mais je changerai tout. C'est vrai ? Oui. Je pense que vous êtes la seule personne à m'avoir dit ça. Non. Je vous jure. J'en suis très fière. Beaucoup me disent rien, et je trouve ça curieux. Eh bien moi je dis je changerai tout. Mais je peux pas vous dire quoi. Ok, j'entends, mais pourquoi tout ? Parce que les choix que j'ai faits ont été trop douloureux. Personnel ou professionnel ? Tout. Et on s'arrêtera là. Tout. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? De s'écouter. Et d'accepter ses envies et de s'écouter et de foncer. Y a-t-il eu un plus bel âge
dans votre vie? Et si oui, pourquoi? Le plus bel âge? Je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne vais pas vous dire, ça semble un cliché, c'est celui que je vis maintenant. C'est un cliché. Le plus bel âge, c'est quand on n'a pas encore atteint ses objectifs et qu'on en rêve. Alors on va dire mes 18 ans, avant d'entrer à la Comédie Française. Y a-t-il eu une erreur ou une grande erreur ou une petite erreur que vous avez résolue? Que j'ai quoi? Résolu. Les erreurs, je crois que je finis par en résoudre tous les jours. Je travaille beaucoup sur moi, donc je suis attentive, je suis sur le coup de la vie. Y a-t-il quelque chose, Nicole Calfan, que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas? Si j'avais besoin, ça va choquer beaucoup de gens, mais je m'en fiche, si j'avais moins besoin de sommeil, je pourrais aider beaucoup plus. Je pourrais faire beaucoup plus de choses. Mais il se trouve que je suis née comme ça, avec un métabolisme comme ça, et que le théâtre l'a gravé, puisque dès l'âge de 16 ans, j'étais sur scène. Et donc, je me couche tard, je me lève tard, je suis pas matinale. Si j'avais été plus matinale, j'aurais pu aider beaucoup plus les autres. Ceux qui en ont besoin. Pas mes amis, hein. Les associations, vous avez compris. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez fait cette année, en 2023, jusqu'à nos jours, et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie? Oui, je suis devenue pratiquante après le 7 octobre. Si je vous parle d'amour, alors, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? Vivant. Si vous pouviez changer une chose, une seule, sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi? Je me sens bien comme je suis. Ça va. Si vous étiez présidente de la République, Nicole Calfan, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Je crois que je serais assez proche de Madame Macron, qui est intelligente, qui a été prof, qui est proche des jeunes et qui s'occupe des femmes. Et j'irais dans ce sens-là, m'occuper des femmes. Pour terminer, Nicole Calfan, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Les dents écartées, le sourire. Oui, c'est vrai. Merci Nicole Calfan. Merci. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Sandy Boulanger pour le portrait. Mais tout de suite, une pause musicale et puis la pause suivie du journal de l'information sur Radio J. Restez connectés. Oh
darling, please believe me. I'll never let you down. Oh, believe me when I tell you, I'll never do you no Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Pala, pala, papa. Vous écoutez Radio J. Radio J. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 117e jour de guerre contre le Hamas, les opérations se poursuivent dans le nord et dans le centre de la bande de Gaza. Au cours de ces dernières 24 heures, les troupes de Tsahal ont éliminé plus de 15 terroristes du Hamas dans le nord du territoire palestinien. Une dizaine de membres du djihad islamique qui opéraient à partir d'une école ont également été arrêtés et des roquettes retrouvées dans l'établissement. Dans le centre de Gaza, ce sont une dizaine de terroristes armés qui ont été éliminés. Enfin, dans le sud et plus particulièrement à Khan Younes, les forces israéliennes ont attaqué un poste de production d'armes du djihad islamique. Le potentiel accord de trêve en cours de négociation prévoirait la libération de tous les otages civils pendant un cessez-le-feu d'1 mois et demi. Et une délégation du Hamas est aujourd'hui au Caire, en Égypte, pour en discuter. Pascal Sunshine. Et on peut dire qu'il y a toujours beaucoup de fébrilité et de nervosité sur ce dossier des otages. Des discussions donc doivent avoir lieu aujourd'hui entre les délégués du Hamas et du djihad islamique et les médiateurs égyptiens et qataris dans la capitale égyptienne et en Israël. On attend évidemment de connaître la réponse de Yahya Sinwar, qui lui est toujours à Gaza, puisque c'est en fin de compte lui qui aura le dernier mot. Sur le cadre de l'accord, c'est toujours le flou. On évoque un plan en 3 phases, avec à chaque étape une trêve de 6 semaines
contre la libération des otages, d'abord tous les civils, puis les soldats et enfin les corps des otages tués en captivité. Et pour chaque groupe d'otages, Israël devra libérer un nombre important de terroristes. On parle de plusieurs milliers au total, mais en tout cas, évidemment, toujours une fébrilité et un flou autour de ce dossier des otages qui semble avancer, mais il faut garder un optimisme prudent. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Le trafic du transport maritime des conteneurs s'est effondré en mer Rouge ces derniers mois. Une chute de 30% sur un an d'après le Fonds monétaire international. Chute notamment due aux attaques des Houthis du Yémen depuis près de 2 mois et demi dans la zone. Les Houthis qui affirment attaquer le commerce international en mer Rouge et les forces militaires en présence en soutien aux Palestiniens. Une grenade a été trouvée devant l'ambassade d'Israël à Stockholm en début d'après-midi. L'ambassadeur d'Israël en Suède dénonce une tentative d'attentat. La police a ouvert une enquête. En France, le Premier ministre Gabriel Attal affrontera sa première motion de censure lundi. Déposée conjointement par les groupes Insoumis, Socialistes, Écologistes et Communistes, cette motion de défiance déposée hier entend, selon la gauche, répondre au fait que le gouvernement en majorité relative à l'Assemblée nationale n'a pas sollicité de vote de confiance. Elle a toutefois peu de chances d'être adoptée au vu des réticences affichées des députés républicains et ceux du Rassemblement national à la voter. Les agriculteurs toujours mobilisés se rapprochent de Paris et de Rungis malgré les tentatives de l'exécutif de dissiper le malaise paysan et de convaincre les manifestants de rentrer chez eux. La mobilisation ne faiblit pas. Hier, les services de renseignement territorial ont recensé près de 120 points de blocage avec 12 000 agriculteurs mobilisés. 18 conducteurs de tracteurs ont été interpellés pour entrave à la circulation près du marché de Rungis. En réponse à la crise agricole, le ministre de l'Agriculture a fait de nouvelles annonces ce matin, notamment 80 millions d'euros d'aide aux viticulteurs en crise. Mesures conjoncturelles, 80 millions d'euros qui permettront de couvrir les aléas qu'ont rencontré un certain nombre de régions et puis des difficultés de trésorerie puisqu'on prendra en charge les intérêts d'emprunt sur l'année 2024. L'ensemble des aléas ou des crises qu'ils ont traversées, du Bordelais jusqu'à l'Occitanie, parfois un peu en vallée du Rhône, on prendra en charge les difficultés qui sont liées à des difficultés conjoncturelles, la crise mildiou, des effets de prix et donc soutien à la trésorerie ou soutien à la perte qui est liée à telle ou telle maladie. Ça, c'est 80 millions d'euros. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, il était ce matin au micro de Sud Radio. Attention, notez que des agriculteurs bloquent l'autoroute A1 près de Chenièvre-les-Louvres, à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au nord-ouest de Paris. Enfin, cap sur les Jeux Olympiques. 600 000 spectateurs devaient être accueillis à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris le 26 juillet prochain sur les quais de Seine. Ce sera finalement 2 fois moins. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce matin, à 6 mois des Jeux. C'est la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques que la cérémonie d'ouverture ne se déroule pas dans un stade. Sur 6 km du fleuve, 115 bateaux vogueront avec les délégations d'athlètes du pont d'Austerlitz à celui de Iéna, en présence de chefs d'État et de gouvernements du monde entier. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause. Et c'est la suite de notre émission avec mon invité Nicole Calfan et puis mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, mise en scène par Alex Lutz, en ce moment au Théâtre Antoine. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Nicole Calfan, pour l'excellente mini-série Tout cela, je te le donnerai, diffusée à partir de mercredi prochain à 21h10 sur France 2. Et tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
Bonjour Jim Bauer. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre coup de cœur aujourd'hui. Vous étiez venu nous voir il y a quasiment 2 ans, tout pile, j'ai vérifié, pour Crossroads, issu de votre album Jim. Ouais. On écoute aujourd'hui votre single Le Téléphone, issu de votre nouvel album Bébé 98, à apparaître le 2 février en exclusivité. Et on revient avec vous. J'ai le pouvoir qui dort au creux de mes mains. Là sous la pluie, je l'allume, il me retient. Le téléphone, oui, le téléphone rit aux larmes. Je l'éteindrai demain. J'ai le savoir là qui vit entre mes mains. Là dans ma tête, jamais je ne retiens. Le téléphone, oui, le téléphone, c'est ma l'alarme. Sonnera demain matin. C'est pas ma faute. J'aimerais juste pouvoir le ranger. L'oublier pour mieux exister. C'est pas ma faute. J'aimerais juste pouvoir me calmer. L'oublier pour mieux m'en aller. Raccrocher. J'ai ce miroir qui brille quand je lui demande. Dis-moi qui est le plus beau à la plus grande. Le téléphone, oui, le téléphone, génie me pèse. Je l'éteindrai demain. J'ai cette histoire que jamais je ne retiens, qui toujours s'écrit, que je note et que j'oublie. Rends-moi mon amour, rends-moi mon âme. Regarde plus loin, je t'allumerai demain. C'est pas ma faute. J'aimerais juste pouvoir le ranger. L'oublier pour mieux exister. C'est pas ma faute. J'aimerais juste pouvoir me calmer. L'oublier pour mieux m'en aller. Raccrocher. C'est pas ma faute. J'aimerais juste pouvoir le ranger. Jim Bauer, on est en train d'écouter la chanson Le Téléphone sur l'antenne de Radio J, votre nouveau single issu de votre album Bébé 98. C'est bien comme ça que ça se prononce ? Ouais, c'est ça. Hein, on est bon. De quoi parle cette chanson ? En fait, c'est le point de départ un peu de cet album où j'ai fait une sorte de saturation un peu de tout ce qui était réseaux sociaux, je sais pas, mode, argent, téléphone, enfin tout ça. En fait, j'avais besoin juste de retrouver un peu du vrai. Et du coup, je me suis barré. Je me suis barré en voyage pendant quelques mois. Je me suis barré en Andalousie, en Tunisie, etc. Et en fait, c'est le premier morceau de l'album et c'est un peu le point de départ. C'est ce qui me fait partir, en fait. C'est ce truc de... j'ai l'impression de vivre avec cette cet objet, saturation, vous vous dites, on est trop accro, addict justement au téléphone, aux réseaux sociaux, à l'addiction de tout ce qui est autour de nous, mais qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs. Exactement, et puis ça entretient une sorte de culte comme ça, de la réussite, de l'argent, de tout, et ça me fatigue en fait. Bon, en tout cas pour juste l'addiction au téléphone et pas pour le reste, c'est assez drôle parce que c'est l'addiction de notre invité d'hier, avoué Alexis Michalik. Donc j'avoue être un peu dans ce cas aussi. Vous, ça va, Nicole ? Un petit peu addict au téléphone. Je pense qu'on est tous un petit peu dans cette situation. Que s'est-il passé pour vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Jim Bauer ? Il y a eu ce passage dans The Voice, mais bien avant cela, vous étiez bien sûr tout à fait présent dans le monde musical pour avoir travaillé avec beaucoup d'artistes. Il y a eu justement ce revirement que je vois à nouveau, avec l'envie d'exister pour vous et pas pour les autres artistes. Et aujourd'hui, vous avez continuer ce cheminement pour vous, pour votre carrière, mais tout en continuant à travailler pour des artistes avant ce stop. Ouais, j'ai toujours aimé faire les deux de toute façon. Je trouve ça intéressant. Moi, ce que j'aime dans le fait de faire de la musique, c'est de partir du réel et d'aller vers de l'imaginaire. C'est ce que j'aime dans le fait de créer. Et après, pour moi, interpréter, c'est l'inverse. C'est partir de l'imaginaire et le ramener dans le réel. Et ce truc-là, j'aime bien le faire avec moi-même, mais j'aime bien le faire aussi avec les autres. Donc j'aime bien le faire aussi en partant du réel de l'autre et en essayant de trouver quel est son imaginaire. Donc c'est aussi intéressant. C'est peut-être un travail un peu fouineur, un peu psychologique, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse à la fois pour moi et à la fois pour les autres. C'est très joliment dit, en tout cas. Je sais qu'il y a votre premier single, Le Sentiment de Verre, que vous voulez interpréter en direct. Si vous voulez bien, on le fait maintenant. Ok. Hein, ça vous convient? Je vous laisse le temps de récupérer la guitare qui est juste derrière vous. Et l'occasion, bien sûr, de rappeler que vous serez en concert à la Boule Noire. Ce sera le vendredi 31 mars. Et puis, j'imagine qu'on retrouvera l'album entier.
J'ai le sentiment de verre, comme une histoire à l'envers. Je n'ai plus le pied à terre. Enlève-moi. Tout mon cœur est rempli d'air. Dois-je te dire ou bien me taire? Te faire l'amour, te faire la guerre, dis-le-moi. Révèle-toi. Qu'on s'aime ou pas, libère-moi. J'ai le sentiment de verre, celui qui passe à travers, qui te fait prendre la mer. Viens avec moi. J'ai le feu là dans ma chair. Ressens-tu l'envie de plaire? C'est ton cou là que je serre. Embrasse-moi. Libère-moi. Qu'on s'aime ou pas, libère-moi. Qu'on s'aime ou pas, libère-moi. Oh, Un pur artiste évidemment, Jim Boer. On me soufflait dans l'oreillette, dans le casque, que vous étiez totalement habité. C'est merveilleux de voir des artistes comme vous. Je vais être très dithyrambique avec vous la dernière fois en vous disant que vous étiez totalement unique. En effet, votre voix est assez exceptionnelle. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Qu'y a-t-il justement aussi de nouveau de vous dans ce nouvel album? En fait, il y a vraiment beaucoup de choses parce que cet album, c'est une nouvelle rencontre avec vous avec moi-même en fait. C'est comme si j'avais passé 10 ans à faire une sorte de doctorat du capitalisme à Paris en fait. Et genre soudainement je me suis dit vas-y, je me barre, je m'en fous. Je suis parti dans le Sahara, je suis parti voyager un peu dans plein de pays comme ça. J'étais seul dans des pays où je parlais pas la langue et j'avais besoin vraiment de me re-rencontrer, et dans cette re-rencontre je me suis rendu compte que j'étais toujours la même personne qu'à 17 ans en fait. Est-ce que, je me permets, vous connaissez la chanteuse Anna Chedid, Nash? De nom. Ça vaudrait le coup d'organiser une rencontre parce que son dernier album est totalement basé sur un voyage, elle aussi, où elle a eu besoin de partir, et je pense que ça pourrait faire naître quelque chose de très beau entre vous, en tout cas un échange philosophique, personnel et peut-être professionnel par la suite. Donc je me permets de vous souffler cela. C'est votre 4e album, il y a eu 2 EP et c'est le 2e album, on peut dire? Alors en fait, techniquement, c'est mon premier album. C'est ça. Et l'album d'avant était en fait une mixtape, c'est-à-dire une réunion de tout un tas de titres que j'avais fait à des périodes différentes et que j'avais réuni comme un best-of. Et là, c'est le premier album que je fais sous la forme d'un vrai album, c'est-à-dire on se réunit avec des musiciens, on fait tout au même endroit, au même moment. Pourquoi Bébé 98 ? Parce que, bah justement, en fait, j'ai réalisé que j'étais la même personne qu'à 17 ans, comme ça, j'écoutais finalement les mêmes musiques. Une fois qu'il n'y a plus d'enjeu, en fait, je suis toujours la même personne, quoi. Voilà, je joue le même jeu vidéo, je regarde les mêmes films. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, j'ai pas beaucoup évolué, je suis vraiment un petit gars des 90s, quoi. Et l'année 98, c'est un peu l'année qui
qui réunit un peu tous ces critères. C'est l'année de Final Fantasy, Pokémon, tous ces trucs-là que moi j'ai beaucoup consommé quand j'étais enfant, et du coup ça m'a ramené à ça. Et Bébé, bah, c'est un peu une allusion à l'enfance en fait, et en même temps ça fait un peu initial Bébé, je trouvais ça cool, de Gainsbourg, enfin voilà. Jim, au cœur de vos voyages, il y a eu 2 jolies rencontres, en tout cas une que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est Craig Walker, et peut-être après une autre rencontre avec Nicolas Santiveille, si vous voulez nous en parler, parce que c'est 2 beaux projets. Alors, du coup, Craig Walker, c'est le chanteur de Archive, du groupe Archive, qui est... pour ceux qui ne connaissent pas, comment parler de ce groupe ? Bah en fait, c'est un groupe anglais des années 90-2000, mais qui est toujours en activité, qui réunit, qui change de chanteur régulièrement, mais Craig Walker en a été le chanteur pendant les 2-3 plus gros albums avec la plupart des tubes de Archive en fait. Et pour moi, c'est un peu comme si je rencontrais le chanteur de Radiohead ou de Coldplay, c'est-à-dire que c'est du même niveau. Ça fait vraiment partie de mon top 5 groupes qui m'a le plus influencé. Et je me retrouve face à Craig Walker, et du coup, c'était assez énorme en fait de bosser avec lui, et puis c'était assez naturel parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont le plus influencé. Donc en fait, je me suis construit par rapport à ses goûts, donc c'était assez facile de travailler avec lui, quoi. Et donc cette rencontre a dû être incroyable pour vous. Ah, c'était complètement fou. C'était au moment d'un hommage à Christophe. Ouais. Et il chantait Les mots bleus en version anglaise, et moi je chantais Aline. Et en fait, on a passé toute l'après-midi pendant 8 heures à discuter. Et puis voilà, et puis il s'est bien rendu compte qu'on était que j'étais inspiré par lui. Inspiré par lui. Et il y a eu une rencontre avec Nicolas Santiveille, si vous voulez nous dire qui c'est, nous en parler. Nicolas Santiveille, qui est donc le PDG de la marque Ami. Que j'affectionne particulièrement. Voilà. Et qui donc a créé avec Marc Collin, qui est un producteur de musique avec qui j'ai bossé aussi il y a quelques années. Ils ont créé ensemble un label qui s'appelle French Parade, et il se trouve que moi j'étais pote un peu avec les deux d'une manière par des biais différents, et puis je me retrouve avec les deux qui créent un label ensemble, et ils m'ont dit bah tu veux pas qu'on te signe, et je dis ouais ok. Et donc c'est super parce que c'est vraiment des gens qui comprennent bien mon univers, qui comprennent bien la musique, qui écoutent un peu la même musique que moi aussi, et tout ça, donc du coup c'est assez facile. Et qui vous font confiance, voilà. Surtout à vous en tant qu'artiste. Est-ce que vous continuez à développer aussi des projets pour d'autres artistes en ce moment, par exemple ? Ouais, je travaille plus pour des artistes depuis... Là, j'ai passé 1 an à me concentrer vraiment sur l'album, et en parallèle, je bossais uniquement pour des artistes que j'ai envie de développer un peu, à qui je file un petit coup de main, quoi. Et là, je reprends un petit peu, vu que l'album est fait, je commence à reprendre un petit peu du service. Du service, justement, on était en train d'écouter ce titre Comme un ange pendant que nous sommes en train de parler, qui figure sur donc ce premier grand album qui s'intitule Bébé 98. Est-ce qu'on peut avoir le plaisir de venir vous voir prochainement sur une date, ou en tout cas donnez-nous vos réseaux sociaux pour qu'on puisse venir vous suivre? Alors déjà, il y a une date à la Boule Noire le 31 mars. À laquelle j'invite tout le monde à venir parce que c'est ma première date parisienne depuis longtemps, et c'est important pour moi parce que la Boule Noire c'est une salle que j'affectionne particulièrement, et aussi en parallèle j'invite les gens à me suivre sur Instagram et Facebook et TikTok et tout ça. C'est Jim Bauer Music en général, ou Jim Bauer officiel, ou Jim Bauer normal, c'est un des trois à chaque fois. De toute façon c'est pas compliqué à trouver, voilà. Il n'y a qu'un seul Jim Bauer. Merci beaucoup pour votre singularité et pour votre j'ai envie de dire générosité, honnêteté, toujours pareil, et votre talent beaucoup. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jim Bauer. Belle envolée comme on dit, et puis on reste tout à fait à l'écoute et on regarde bien ce que vous faites. Comme toujours, moi je vous lâche pas. Merci. À très bientôt sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Nicole Calfan, c'est ce que j'appelle moi le meilleur pour la fin, comme on dit. Et donc tout de suite, c'est votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Nicole Calfan. Je sens que ça va être délicieux. Bonjour Jim. Alors comme souvent chez Cyrielle, il y a des coups de cœur qui sont toujours en harmonie avec l'invité. Et j'ai envie de dire, là ce que je ressens profondément, c'est cette chance d'avoir des rencontres. Mais des rencontres à la Charles Pépin, c'est-à-dire que elles vous retournent les tripes, le cœur, l'esprit, et vous êtes tous les deux dans cette mouvance et cette captation de l'humain. Vraiment, je suis très touchée, très émue. Donc je vous ai écouté avec attention, je vous ai regardé aussi, Nicole. Vos 3 mots pour commencer l'émission du jour. Vous vous décrivez par la spiritualité, être aimante,
Et puis forte et fragile. Vous allez voir qu'on va vous retrouver tout au long de cette interview. Alors comme je suis très émue, Cyrielle, vous savez, j'ai besoin de faire des petites blagues, ça aide. Donc j'ai envie d'utiliser le titre de la série pour laquelle vous êtes venu, Tout cela, je te le donnerai. Et j'en profite pour embrasser Laurent Carilla qui était là la dernière fois et qui depuis m'a permis de ne pas ressortir de la tête cette chanson d'Enrico Macias, Donnez, donnez, donnez-moi. Le mendiant de l'amour. Mais oui, parce que c'est la réciprocité aussi. Et c'est ça que j'ai entendu tout au long de cette émission avec vous, la réciprocité. Merci. Alors votre enfance, vous nous l'avez dit, être heureuse, protégée, choyée, sécurisée, gâtée, protégée. Et puis vous prenez le relais de vos parents, de la spiritualité, des rituels, des pratiques qui rassemblent. Où que nous soyons, nous serons ensemble. C'est très puissant. Alors vous êtes une femme unique et spéciale, bien sûr, guerrière et vulnérable, puissante et sensible. Vous aimez penser vos mots, semble-t-il. Vous êtes drôle, franche, tempérée, quelques paradoxes, mais au sens grec du terme. Ça veut dire que ce sont des niveaux différents qui ne s'affrontent jamais. Alors, cela permet de sentir en fait toutes vos richesses intérieures. Vous êtes pudique et expressive. Vous pesez ce que vous partagez comme une reine, généreuse et aimante, et qui peut dire facilement: si on est moche à 25 ans, on l'est toute sa vie, avec cette classe chaleureuse et impitoyable. Ce que l'on entend derrière ce mot beauté aussi, c'est qu'il est certainement question de beauté intérieure comme d'extérieur. Vous êtes une magicienne du lien, assurément, par votre présence, vos mots, votre posture calme et puissante. En fait, il y a votre humour aussi comme ça qui fait du lien, telle une petite fée avec sa baguette magique. Alors on sent bien que vous avez bossé sur vous quand même, Nicole. Hein. Ouais, vous avez fait le taf, hein, comme on dit chez nous les psys. Hein. Sur vos émotions, voilà, sur votre ego, mais encore une fois au sens grec du terme. Eros, ça veut dire le moi. Donc c'est toutes nos facettes, vous savez, cette boule à facettes festives, mais qui a des facettes qui ne brillent pas parfois, mais il faut aller quand même aller visiter. Vous l'avez fait, c'est généreux, c'est courageux. Et vous êtes belle, Nicole, du dehors comme du dedans. Ouais, c'est du bonheur. Attachante, sécurisante et chamboulante. Bah oui, vous pouvez tout dire, semble-t-il, même les choses vraies qu'on n'aime pas du tout entendre. Hein. Mais venant de vous, mais ça passe large. Alors, vous nous avez dit que vous ne vous regardez pas dans votre travail. Bah alors, laissez-moi vous dire que moi, je vous vois bien. Et puis qu'à vous entendre aujourd'hui, on entend des choses, on découvre des choses, on en apprend d'autres. Vous êtes vraiment riche, spécial, unique. Alors oui, j'avais envie de dire quelque chose qui me touche, donc pardon, je bafouille. J'avais envie de vous dire qu'en fait, apprécier la couleur de vos yeux, ça se mérite parce que ils ont une couleur complexe. Et je me dis que c'est vraiment le reflet de votre personnalité, accessible et précieuse. Vous voyez de quoi je veux parler ? Alors le théâtre permet de se remettre en question, vous nous avez dit. Vous êtes une grande actrice, hein. Ouais. La reine qui répond aux questions par des questions. Oui, bien sûr. Mais ce sont des questions qui sont tellement élevantes, infinies, qui réunissent, qui fédèrent et qui poussent à l'excellence, mais humble. Alors sensible, sensorielle, sensuelle aussi, vous ouvrez nos cœurs et notre esprit avec puissance, douceur, mais toujours sécurité. Il se passe assurément quelque chose d'indicible dans vos yeux. Je ne saurais pas quoi dire quoi. Et puis quand on entend vos mots aussi, ça atteint nos oreilles et il y a quelque chose de rudement féerique. Changez tout, Nicole. Comme le chante Michel Jonas, peut-être. Et puis restez la même. Vous libérez les rêves chez chacun d'entre nous et votre attention sur les autres touche le noyau de chacune de nos cellules. Enfin, en bref, ça dépote. Quel honneur d'être une femme à côté de vous aujourd'hui, vraiment, c'est super. Et puis il y a tellement à apprendre de votre sourire du bonheur. Merci beaucoup, continuez et puis vous nous avez beaucoup touchés. Merci, vous me touchez beaucoup. Merci infiniment. Du grand Sandy Boulanger, j'ai entendu dans mes oreilles. Merci beaucoup. Merci. Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio G. Et puis j'ajoute qu'il y a quelque chose à aller voir.
Exactement. À partir de demain, il y a une exposition des photos de mon travail en cancérologie et en soins palliatifs qui vont rester tout le mois de février, qui est le mois de tous les cancers, à la pharmacie Eiffel, donc rue du Commerce, dans le 15e. À partir de quelle heure on peut venir, Sandy ? Ça va être accès au public. Voilà, venez le vendredi. À chaque fois que vous passez à la pharmacie, vous pourrez voir ces photos sublimes de Sébastien Carl, qui m'a suivi dans mon travail donc à la clinique et qui a su capter l'indicible. Des très très belles photos, je le précise, et aussi l'occasion de dire qu'il y a un très joli article sur vous dans Closer en ce moment. Oui, c'est vrai. Et puis un beau reportage sur leparisien.fr si on veut aussi passer des images aux mots. Merci beaucoup, Sandy. Vous méritez tout ça. Merci beaucoup, Sandy, avec nous tous les mercredis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Nicole Calfon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a parlé de l'excellente mini-série que je recommande chaudement. Tout cela, je te le donnerai, diffusé à partir de mercredi prochain à 21h10 sur France 2. Et puis les 2 semaines suivantes. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Merci de m'avoir sécurisé d'amour comme vous l'avez fait tous les deux. Merci beaucoup. Mille fois d'avoir été avec nous. Je suis très sensible. Merci à vous deux. Merci beaucoup, merci à l'artiste Jim Bauer d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J pour cet album Bébé 98 à suivre. Et puis on vient vous voir à la Boule Noire, c'est le vendredi 31 mars. Dimanche 31 mars, pardon. À quelle heure ? 19h ou 20h. 19h ou 20h. On vient sur vos réseaux sociaux pour avoir l'heure exacte et vous suivre évidemment. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Philippe Sinclair en début d'émission. Notez que vous pouvez réécouter cette émission sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, également sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec mon invité, l'humoriste Laurie Perret. Je vous assure, ça va dépoter. À demain, belle journée à tous sur Radio J.